Il y a des gens qui disent que les miracles n'existent pas. Moi je dis, c'est juste qu'ils n'en ont jamais vu. Parce que moi j'ai vu, de mes propres yeux, une petite fille sortie de nulle part, crier au beau milieu de la rue, « Tonton, n'entre pas dans ce bar !» Et c'est cette petite voix tremblante au milieu d'un trottoir sale et oublié qui a sauvé un homme de la mort, ou pire, de vivre comme s'il était mort de l'intérieur. Si tu fais partie de ceux qui aiment les bonnes histoires, mets ton petit « j'aime » maintenant et abonne-toi. Sinon tu risques de rater la suite de ce récit qui, crois-moi, semble irréel tant il est absurde. Mais il est vrai, aussi vrai que le goût amer du café du matin après une nuit blanche. C'était un mardi, de ces mardis sans grâce, sans couleur, sans odeur, mais qui cachait une tempête prête à exploser. À l'autre bout de la ville, l'homme, que tu vas bientôt connaître, marchait d'un pas pressé, un costume coûteux, des lunettes de soleil qui semblaient cacher bien plus que le soleil et une attitude de celui qui commande tout, sauf ses propres émotions. Son nom, Gustavo, 45 ans, PDG d'une entreprise de technologie, millionnaire depuis un peu plus de 30 ans, et malheureux depuis ses 36. On dit que le succès, c'est savoir quoi faire de son argent. Il savait. Ce qu'il ne savait pas, c'est quoi faire de sa solitude. Ce matin-là, il avait reçu un appel, un de ceux qui te font battre le cœur plus vite. C'était son demi-frère, disparu depuis des années, et totalement désespéré. « Gustavo, j'ai un problème. Viens à Villa Maddalena, au bar d'Ojuka. Amène de l'argent. » Le ton était étrange, trop urgent. Et le frère, disparu depuis des lustres. Mais Gustavo n'était pas du genre à laisser des nœuds mal attachés. Il y alla, sans garde du corps, sans chauffeur, juste lui et son orgueil. Et c'est alors que, s'approchant du fameux bar, le monde s'arrêta. Une petite fille, elle n'avait même pas 7 ans, surgit de nulle part. Vêtements sales, cheveux emmêlés, mais ses yeux, ses yeux criaient au secours comme s'il portait une âme vieille et fatiguée. Et elle cria « Tonton, n'entre pas dans ce bar, ils vont t'attraper !» Le temps se figea. Gustavo resta figé, un pied sur le trottoir, l'autre sur la route. Le bar n'était qu'à 2 pas. À l'intérieur, une ombre passa derrière la fenêtre. Quelqu'un tira le rideau, mais le cri de la petite résonnait encore, comme un avertissement venu d'un autre monde. « Qu'est-ce que tu as dit, petite ?» Elle tremblait, mais elle répéta, d'une voix plus ferme, « Tonton, ils t'attendent, ils vont te faire du mal. » Gustavo regarda à l'intérieur du bar, puis vers elle. Et à cet instant, comme dans un mauvais film, une voiture noire passa lentement dans la rue et un des hommes sur la banquette arrière le regarda droit dans les yeux. Un sourire en coin, téléphone à la main, et ils disparurent dans le virage. Qu'est-ce qui se passait, bon sang? Gustavo recula de la porte. La fillette tira la manche de son veston et dit quelque chose qui lui glaça la colonne. « C'est ma maman qui m'a dit de venir te prévenir. Mais elle est morte hier. Je t'avais dit que ça ressemblait à une telenovela, non? Mais ça, ce n'était que le début. » Gustavo resta figé, statique, tel un poteau en plein orage. Cette petite fille, avec sa voix douce et son visage sale, venait de dire que sa mère, morte depuis la veille, lui avait demandé de prévenir un inconnu de ne pas entrer dans ce bar. « Maintenant, dis-moi, qu'aurais-tu fait? Tu serais parti, tu aurais appelé la police, tu aurais douté d'elle ?» Gustavo fit ce que tout homme habitué à tout contrôler fait quand il perd le contrôle. Il tenta de rationaliser. « Comment ça, ta mère est morte? Qui es-tu? Comment savais-tu que je venais ici ?» La petite le regarda avec une sérénité qui faisait mal, comme si elle avait vécu 1000 vies. « Je connais pas ton nom, monsieur. Je sais juste que ce matin j'ai rêvé de maman. Elle pleurait. Elle disait qu'un homme en costume allait dans un mauvais endroit et qu'il ne devait pas entrer, que ce serait trop tard. Et elle m'a dit de venir ici. Et tu as obéi ?» Elle hocha la tête, les yeux sombres. C'était sa voix. Pareil. « Et elle m'a dit que tu écouterais si je t'appelais tonton. » Gustavo passa la main sur son visage, regarda le ciel gris, pensa à retourner à sa voiture. Mais c'est alors que son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il répondit prudemment. « Allô ?» De l'autre côté, une voix grave, posée, pleine de menaces. « Tu devrais être dans le bar à 7 heures. Pars et oublie que je t'ai appelé. » Avant que Gustavo puisse répondre,
La ligne coupa. Il resta figé, le téléphone glacé dans la main. Son cœur, lui, battait dans sa gorge, et comme si le destin avait un humour sadique, une sirène retentit au loin. Pas la police, une ambulance. Qui allait dans l'autre direction? La petite lui tira à nouveau le bras. « T'as peur, hein ?» Il inspira profondément. « J'essaie de comprendre. Moi aussi... » Gustavo regarda autour. Pas de caméra, pas de témoins. C'était comme si le monde entier avait disparu, sauf eux deux. Lui et cette petite étrange à la voix de prophète. Il s'agenouilla. Pour la première fois depuis des années, un homme qui commandait plus de 400 employés, qui faisait la couverture des magazines, propriétaire de 3 appartements à New York, s'agenouilla. « Comment tu t'appelles » Elle hésita. « Non, Clarinha. »« Et tu habites où, Clarinha ?»« Maintenant, nulle part. » Il fronça les sourcils. « Comment ça ?»« Depuis que maman a dormi pour toujours, la dame du foyer s'est fâchée. Elle a dit que je mentais, qu'il n'y avait pas d'avertissement de mort. Elle m'a mise dehors. » Gustavo resta silencieux. Le vent souffla fort. Un papier vola d'une poubelle et se colla à sa jambe. Un vieux tract, avec quelque chose écrit au stylo par-dessus une publicité déchirée. Recherché Gustavo Almeida, grosse récompense. Il pâlit. C'est quoi ça? Qui a mis ça là? Clarinha jeta un œil de côté. Je sais pas. Mais il y a un homme qui me suit depuis hier. Il m'a demandé si je connaissais l'homme sur la photo. Et j'ai dit non. Gustavo prit le papier. C'était une vieille photo de lui. Très vieille. De l'époque où il portait encore la barbe. Mais personne n'avait cette photo. Elle était sur un disque dur, crypté, dans le coffre de sa mère. Décédée il y a 2 ans. « Clarinha, tu te souviens de qui t'a donné ce papier ?» Elle fit non de la tête. « Mais je me souviens que l'homme sentait l'essence. Et il avait un regard méchant, comme s'il voulait crier, mais il souriait. » Gustavo regarda de nouveau le bar. Il faisait sombre à l'intérieur, comme si on avait éteint la lumière exprès. Et c'est là qu'il comprit. C'était un piège. Mais pourquoi? Et pourquoi une fillette qu'il n'avait jamais vue est-elle apparue soudainement pour le sauver? Plus importante encore, comment connaissait-elle le nom de sa mère? Parce que Clarinha, au milieu de tout, avait laissé échapper une phrase sans s'en rendre compte. Une qu'il n'avait pas encore eu le courage de lui demander. « Maman a dit que tu ressemblais à Papy. » Mais quel Papy? Et quel lien y avait-il entre Clarinha et la mère de Gustavo? La réponse, mon ami, était enterrée dans un passé qu'il avait fait tout pour oublier. Mais le passé a une manière cruelle de frapper à la porte quand on s'y attend le moins. Gustavo s'assit sur le trottoir, comme si la terre s'était dérobée sous lui. Son costume de marque était déjà sale, son pantalon froissé. Et lui, plus perdu qu'un chien abandonné sur une autoroute. Clarinha resta debout à ses côtés, tenant l'ourlet de sa robe comme pour se protéger du vent ou du monde. Le silence entre eux dura de longues secondes, jusqu'à ce qu'elle parle à nouveau. « Tu as les mêmes yeux que lui. » Gustavo leva les yeux lentement. « Que lui ?» Elle déglutit difficilement. L'homme de la photo que maman gardait sous son oreiller, le monde bascula. Quelle photo? Celle que maman disait être un secret, qu'il ne fallait jamais montrer. Un homme barbu, regardant un arbre. Ça frappa Gustavo comme une claque dans l'âme. La seule personne qui avait cette photo, c'était sa mère. Et personne d'autre. Elle seule connaissait cet arbre. Un vieux jaboticaba, dans le jardin de leur maison d'enfance, à Minas Gerais. Comment s'appelait ta maman, Clarinha? Elle resta silencieuse un moment, puis, tout bas, comme si elle craignait d'être entendue par un fantôme, « Clara. Je m'appelle comme elle, Clara Luisa. » Le cœur de Gustavo s'arrêta presque. « Clara Luisa ?» Il se releva d'un bond, faillit tomber en arrière. « Ta mère, elle a vécu à Belo Horizonte ?» Clarinha hocha la tête timidement. « Dans le quartier São Lucas, une maison verte. » Gustavo chancela. La maison verte, la rue en pente, le petit escalier en pierre, le jardin avec le jaboticaba. La fillette décrivait sa maison d'adolescence. Mais comment? Clarinha semblait ne pas comprendre sa panique. Maman disait que la maison appartenait au garçon disparu, qu'il était parti et n'était jamais revenu, mais qu'un jour, il reviendrait. Gustavo avait un bourdonnement dans les oreilles. Les souvenirs revenaient comme une avalanche. L'odeur du savon, le rire de sa mère, les yeux de Clara Luisa, la première femme qu'il avait vraiment aimée.
Ils avaient vécu un amour secret, furtif, dans leurs années de jeunesse. Puis, il était parti à Sao Paulo pour étudier et n'était jamais revenu. Il n'avait reçu qu'une lettre, des mois plus tard, disant qu'elle allait déménager, qu'elle devait oublier, que ce n'était plus possible. Et maintenant, près de 30 ans plus tard, sa fille était là, debout, l'appelant « tonton ». « Clarinha, tu as quel âge ?»« 7 ans. » 7 ans. Mais Clara Luisa, la mère, devait avoir plus de 40 ans. Ça ne collait pas. Les chiffres ne concordaient pas. « Et ton père, tu sais qui c'est ?» Elle secoua la tête. Maman disait qu'il était important, mais qu'elle ne pouvait le dire à personne, qu'il avait une vie dangereuse. Gustavo sentit ses mains fourmiller, son cœur battre dans son cou. « Clarinha, tu as déjà vu cette photo ?» Il lui montra l'image du tract, la vieille photo de lui. Elle la regarda et sans hésiter, « C'est lui. » « Lui qui ?» Elle pointa du doigt sa poitrine. « Toi, c'est toi. T'as juste changé. » Il s'agenouilla, plongea ses yeux dans les siens, et là, il sut. C'était la même couleur, le même regard, le même trait qu'il voyait dans le miroir quand il était petit. C'était impossible, absurde, mais indéniable. « Clarinha, tu as quelque chose à toi? Un petit collier? Un bracelet que ta maman t'a donné ?» Elle sortit de sa poche un pendentif cassé, une lettre G rouillée. Maman disait que c'était la lettre de son nom. Gustavo sentit le monde s'écrouler. Ce pendentif, c'était le sien. Il l'avait donné à Clara en cachette quand ils avaient 17 ans. Un vieux porte-clés avec son initiale. Elle le portait comme un porte-bonheur. Et maintenant, il était là, dans la poche d'une enfant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Clarinha était la fille de Clara. Mais, et le père? Gustavo se releva lentement, les yeux embués. « Clarinha, je dois te montrer quelque chose. Viens avec moi. » Elle hésita. Maman disait de ne jamais suivre les inconnus. Il sourit tristement. « Je suis un inconnu, mais peut-être pas autant que tu le crois. » Et tandis qu'ils marchaient ensemble, côte à côte, Gustavo remarqua que le bar, derrière eux, avait maintenant la porte grande ouverte, et à l'intérieur, lumière allumée, et quelqu'un les observait depuis la fenêtre. Clarinha ne vit rien, mais Gustavo, oui, et il savait, il y avait plus de gens impliqués dans cette histoire, beaucoup plus. Il y a des choses qu'on enterre si profondément dans l'âme qu'on oublie qu'elles sont encore là. Mais il suffit d'une odeur, d'une voix ou d'un regard innocent, et tout revient, comme si ça n'était jamais parti. Gustavo conduisait lentement, Clarinha assise sur le siège passager. Elle ne disait rien. Elle regardait par la fenêtre, avec ce regard de celle qui en a déjà trop vu. Et lui, à l'intérieur, c'était une tornade. Il était persuadé d'être en présence de la fille de la femme qu'il avait aimée, éperdu. Mais il y avait autre chose, bien plus. Dans le rétroviseur, Gustavo remarqua une voiture blanche, les suivant depuis plusieurs pâtés de maison. Rien d'agressif, mais persistant. Il prit un itinéraire différent, s'engagea dans des rues au hasard, et la voiture suivit toujours. « Clarinha, tu te souviens de l'homme qui te suivait hier? Il avait une voiture, une blanche, avec un autocollant rouge sur la vitre. Il m'attendait devant le foyer. » Gustavo serra le volant. C'était la même voiture. « On va aller dans un endroit sûr, d'accord? Juste pour un moment. Après, je réfléchirai à quoi faire. » Clarinha le regarda avec une sérénité désarmante. « T'as peur ?» Il hésita, puis sourit en coin. « Oui. Mais j'essaie de faire semblant pour pas t'effrayer. Maman disait que le courage, c'est ça, avoir peur, mais y aller quand même. » Gustavo déglutit. C'était exactement une phrase que Clara dirait. Ça faisait mal. Ils arrivèrent à l'appartement. Un immeuble sécurisé, caméra, portier. Le genre d'endroit où, d'habitude, la peur s'arrête à la porte. Mais pas ce jour-là. Parce qu'à peine arrivé au dernier étage et entré chez lui, Clarinha s'arrêta au milieu du salon et regarda autour. « C'est ici. »« Ici quoi ?»« Là où maman disait que je reviendrais un jour. » Gustavo se figea. « Comment ça, revenir? Tu n'es jamais venu ici. Maman disait que, avant ma naissance, elle rêvait de cet endroit. Un homme triste vivant seul, avec une photo de sa mère sur une étagère. »« Quelle photo ?» Clarinha pointa du doigt, là, sur une étagère en verre, une seule photo encadrée. Celle de la mère de Gustavo, avec un sourire doux,
une photo que lui seul possédait. Comment tu savais? La fillette haussa les épaules, comme si ce n'était pas extraordinaire, comme si l'impossible était normal pour elle, et avant qu'il puisse poser une autre question, l'interphone sonna. Gustavo décrocha. « Monsieur Gustavo? Désolé de déranger, mais il y a un jeune homme ici disant être votre neveu. Il s'appelle Leandro. Il dit que c'est urgent. » Gustavo se figea. Leandro, celui qui avait appelé pour demander de l'argent, celui qui l'avait invité au bar? Dites-lui que je suis en réunion, que je ne peux pas descendre. Il est très agité, monsieur. Il a dit que si vous ne descendez pas, quelqu'un va se faire mal. La colonne de Gustavo se glaça. Il raccrocha immédiatement. Il se tourna vers Clarinha. « Viens, on va dans la chambre. Maintenant, tu te verrouilles à l'intérieur et tu ouvres que quand je te le dis. » Elle ne comprit pas tout, mais elle obéit. Gustavo alla au coffre, sortit une vieille arme. Il avait appris à tirer en cours privée, mais ne s'en était jamais servi, jusqu'à aujourd'hui. Il appela le syndic. Pas de réponse. La police. Messagerie vocale. Tout était bloqué. Et là, la voix. Mais pas par l'interphone, par la fenêtre. « Tu n'aurais pas dû revenir, Gustavo. » C'était Leandro. Il était là, au 10e étage, debout sur le balcon d'à côté, accessible depuis celui de Gustavo par un muret bas. Ses yeux rouges, pupilles dilatées, et un sourire qui annonçait la tragédie. « J'ai essayé d'être sympa, j'ai essayé de te prévenir, mais tu ne comprends pas, hein ?» Gustavo pointa l'arme. « Qu'est-ce que tu veux? » ?»« La vérité. Juste ça. T'as vécu toute ta vie dans un mensonge. Il est temps de payer. » « Oh, quel mensonge !» Leandro monta sur le muret. « Cette fille, elle ne devrait pas être avec toi. Elle est la pièce manquante. Et maintenant que tu l'as trouvée, ils vont venir. Tous. Le temps est écoulé, tonton. Quelle île !» Mais Leandro avait déjà sauté, ni à l'intérieur, ni vers le vide. Il avait disparu. Il courut le long du balcon, descendit par l'escalier de secours et disparut. Gustavo courut à la chambre, enfonça la porte. Clarinha était assise sur le lit, les yeux dans le vide. « Il était là, hein ?» murmura-t-elle. « L'homme du rêve, celui avec la cicatrice au menton. » Gustavo sentit le sang quitter son visage. Leandro avait une cicatrice au menton, depuis tout petit. « Clarinha, qu'as-tu vu d'autre dans ton rêve ?» Elle leva les yeux, déterminée, que si tu ne découvres pas la vérité rapidement, quelqu'un va mourir, et c'est là que le téléphone fixe sonna. Gustavo décrocha. De l'autre côté, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 25 ans. « Allô, Gustavo, c'est Clara, il faut qu'on parle. » Mais Clara, n'était-elle pas morte? Eh oui, il y a des choses que même la mort ne réussit pas à enterrer. La main de Gustavo tremblait. Le téléphone collé à son oreille semblait peser 1 tonne. La voix à l'autre bout de la ligne, douce, lente, impossible. « Gustavo, tu m'entends ?» Il déglutit. « Clara, je sais que ça semble fou, mais ne raccroche pas. Je n'ai pas beaucoup de temps. » Il s'éloigna de Clarinha, alla dans le couloir, ferma doucement la porte. Son cœur battait à tout rompre. « Tu es morte, Clara. J'ai reçu la nouvelle. L'acte de décès, l'enterrement, tout ça était monté de toutes pièces, falsifié. J'ai été menacé. La seule façon de protéger ma fille, c'était de disparaître, et de disparaître pour de bon. » Gustavo sentit sa tête tourner. « Mais pourquoi? Qui t'a menacé ?» Silence. Un silence lourd, pesant comme un cimetière. Je ne peux pas dire maintenant. Ils m'écoutent. J'ai seulement pu appeler parce qu'on m'a volé un de leurs appareils. Mais ils me traquent, Gustavo. Et maintenant, ils vous traquent, vous deux. Pourquoi maintenant? Après toutes ces années. Parce que tu as trouvé la pièce manquante, Clarinha. Elle est la clé. La clé de quoi? Nouveau silence. Comme si Clara était figée de l'intérieur. Tu te souviens du projet Aurora? Ce nom frappa Gustavo comme un coup dans les côtes. Bien sûr, c'était ce logiciel d'analyse émotionnelle qu'on avait développé à la fac. Non, pas seulement ça. C'était plus. C'était du contrôle, du repérage, de la prédiction de comportements humains. Gustavo ferma les yeux. Lui, Clara et 3 autres camarades avaient créé un système expérimental qui, à l'époque, semblait inoffensif. Un programme capable, grâce aux motifs de parole et micro-expressions, de prévoir les intentions et émotions.
Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le gouvernement, ou quelque chose au-dessus encore, les surveillait. Clara reprit, la voix coupée. Après ton départ pour Sao Paulo, ils m'ont contacté. Ils ont proposé de l'argent, puis des menaces. Quand ils ont su que j'étais enceinte, ils ont dit qu'ils prendraient l'enfant si je ne livrais pas tout ce que je savais. Et tu as disparu. C'était la seule issue. Et pour te protéger aussi. Si on avait su que tu étais le père, tu serais déjà mort. Le sol semblait se dérober sous les pieds de Gustavo. Attends, alors c'est vrai, Clarinha? C'est ma fille? De l'autre côté, un silence. Le genre qui porte le poids des décennies. Oui, Gustavo, c'est ta fille. Et elle a quelque chose qu'aucun logiciel, qu'aucun algorithme, qu'aucun système au monde ne peut prévoir. Quoi donc? Elle rêve? Gustavo ne comprenait pas. Comment ça, elle rêve? Elle voit des choses, éveillée ou endormie. Depuis toute petite, ce n'est pas une maladie. C'est comme si elle captait ce qui est caché, comme si le code était en elle et pas dans la machine. Tu veux dire qu'elle est une sorte d'oracle? Je dis qu'elle est dangereuse, pour eux, parce que ce qu'elle voit ne peut pas être contrôlé. La ligne commença à grésiller. Clara, tu m'entends? Écoute bien, Gustavo, ils vont essayer de la prendre. Ils vont utiliser Leandro. Ils vont essayer de te monter contre elle. Mais tu ne dois pas lâcher sa main, pas une seconde. Où es-tu? Je viens te chercher, tout de suite. Non, écoute-moi, ils sont là. Un bruit sec, verre brisé, des pas. Clara? Des cris, un bruit étouffé, puis plus rien. La ligne coupa. Gustavo resta immobile, le combiné mort dans la main. Le souffle court, l'âme en lambeaux, il courut jusqu'à la chambre. Clarinha était encore là, serrant dans ses bras un vieux nounours qu'il ne se souvenait même pas d'avoir. « Tonton, elle était avec toi, hein ?» dit-elle. Il ne répondit pas. « Elle m'a demandé de te dire que tu dois te souvenir du collier. » « Quel collier ? » ?»« Celui qu'elle t'a donné, le soir où tu es parti. » Gustavo porta instinctivement la main à son torse. Sous sa chemise, toujours suspendue à une fine chaîne en argent, se trouvait un petit pendentif en forme de soleil. Clara lui avait donné ce bijou le dernier jour où ils s'étaient vus. Il ne l'avait jamais enlevé. Le collier contient la clé. C'est ce qu'elle a dit. Ses yeux s'écarquillèrent, parce qu'il se souvint soudain de quelque chose. Un mot de passe, gravé à l'intérieur du pendentif, visible seulement si la lumière tombait sous le bon angle. Gustavo courut jusqu'au salon, prit une lampe torche et la dirigea sur le côté du pendentif. Et là, minuscule, gravé avec une précision microscopique, apparut un code. AUR 0RA 767 X Aurora, le système. Mais pourquoi ce mot de passe, après toutes ces années, et qu'est-ce qu'il devait déverrouiller? La réponse, mon ami, se trouvait dans un lieu où le temps n'efface rien et où l'oubli ne pénètre pas, dans le passé que Gustavo avait lui-même enterré. Et maintenant, ce passé revenait, en force. Il était minuit. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Seule la lumière bleutée de l'ordinateur éclairait le visage de Gustavo. Clarinha dormait dans la chambre d'à côté, ou faisait semblant, parce qu'un enfant sent quand le monde s'effondre et dort les yeux à moitié ouverts, l'âme en alerte. Gustavo tapait lentement. Chaque lettre du code semblait peser une tonne. AUNUSU 0RA 767 X. Quand il appuya sur « Entrée », l'écran clignota, puis devint noir. Pendant un instant, il crut avoir tout cassé. Mais ensuite, une vieille fenêtre apparut. Une interface des années 90, lettres vertes sur fond noir, et une phrase « Êtes-vous serre de vouloir voir la vérité ?» Il resta là, figé. Parce que la vérité, mon ami, c'est une lame à double tranchant. Elle coupe celui qui l'entend et saigne celui qui la révèle. Il cliqua « Oui ». Le système déverrouilla un fichier, vidéo, des extraits d'enregistrements anciens. Clara jeune. Lui aussi, avec une barbe clairsemée, riant avec les amis de fac. Mais ce qui suivit n'avait rien d'amusant. Expérience Aurora. Phase finale. L'enregistrement montrait une petite salle sombre, un groupe de 3 hommes en costume, et une table avec des appareils, des câbles, des capteurs collés au bras d'un enfant. Une petite fille, Clarinha, mais elle n'avait même pas 2 ans.
On apercevait Clara au fond, en larmes, tentant d'arracher sa fille des bras d'un homme costaud. Mais l'un d'eux disait « Si elle est vraiment ce qu'on pense, elle sera la clé pour prédire les comportements collectifs. La nouvelle arme silencieuse. » Un autre ajoutait « L'ADN correspond. C'est bien la fille de l'ingénieur en données du projet. Il faut la garder sous surveillance. » Gustavo repoussa la chaise. C'était un enlèvement. Une expérience humaine menée sur sa propre fille. Il se leva, sentit la bile lui remonter. Il alla jusqu'à la fenêtre, inspira profondément. Tenta d'avaler le cri brûlant qui lui déchirait la poitrine. Il avait été trompé, manipulé. Sa fille, car maintenant il n'y avait plus de doute, avait été traitée comme un cobaye par des gens puissants qui portèrent des blouses le jour et des masques la nuit. La vidéo continuait. On va programmer un accident, la mère disparaîtra et l'enfant sera confié au système de protection. À long terme, elle ne se souviendra plus de qui elle est. Mais Clarinha s'en souvenait. Elle rêvait. Et c'est pour ça qu'elle était encore en vie, jusqu'à maintenant, parce que le système avait échoué, parce que son cœur était plus fort que tous les effacements du monde. Il retourna en courant à l'ordinateur. Il y avait d'autres fichiers, un en particulier. Dernier message, Clara L. C'était une vidéo, manifestement filmée à la hâte. Clara, plus âgée, les yeux fatigués, une pièce sombre en arrière-plan. Si tu regardes ça, Gustavo, c'est qu'ils m'ont retrouvé. Et que Clarinha est avec toi. Elle retenait ses larmes. J'ai essayé de cacher la vérité, j'ai tenté d'être forte, mais on ne peut pas combattre des monstres sans en devenir un peu un soi-même. Elle regardait droit dans la caméra. Ils vont te proposer des réponses, t'acheter, te menacer, utiliser ta mémoire contre toi. Mais tu dois la protéger, parce que Clarinha est ce qu'il reste de tout ce qu'on a eu de pur. Elle respirait vite, bruit en arrière-plan. Le mot de passe final est avec l'homme à la cicatrice. Il était infiltré, il te connaît, et il va essayer de troubler Clarinha. Son nom est... L'image gela, puis s'éteignit. Gustavo frappa la table, parce qu'il savait qui c'était. Leandro, le neveu. Ce n'était pas juste un proche à problème. C'était un infiltré, un agent, placé près de lui pour surveiller, manipuler, peut-être, finir le travail. Et maintenant que Clarinha était à ses côtés, Gustavo comprenait tout. L'appel aux secours au bar, le piège, la fausse mort de Clara. Il voulait récupérer Clarinha, parce qu'elle était l'erreur du système. Et ceux qui sont considérés comme des erreurs, mon ami, deviennent des cibles. Il courut jusqu'à la chambre. La porte était entr'ouverte. Clarinha dormait, couchée sur le côté, serrant son ourson. Mais sur le mur, griffonné à la craie, il y avait un dessin. Un homme, grand, avec une cicatrice au visage. Et à côté, écrit d'une main tremblée, « Il va essayer de t'emmener ». Gustavo s'assit au bord du lit, et pour la première fois depuis des années, il pleura. Pas un pleur de panique, mais de culpabilité, parce qu'il comprit. Cette guerre avait commencé à cause de lui. Et maintenant, elle allait finir avec lui aussi, peu importe comment. Le jour se leva doucement, un de ces matins où le soleil semble sortir timidement, comme s'il avait peur de ce qui l'attend. Gustavo n'avait pas dormi. Il était resté assis au sol, adossé à la porte de la chambre de Clarinha, l'arme sur les genoux, les yeux fixés sur chaque ombre glissant sous la fente de la porte. Sa tête était un chaos, mais son cœur, lui, savait déjà ce qu'il était. Un père, pas un titre, ni un document, un appel, un instinct, une certitude sans diplôme. Clarinha se réveilla avec les yeux gonflés. Elle s'étira comme si rien ne s'était passé, comme si la veille n'avait pas retourné l'univers. « Bonjour, papa. » Gustavo ouvrit doucement la porte, sourit, fatigué. « Tu as bien dormi ?»« J'ai encore rêvé de maman. » Elle souriait. Elle disait qu'aujourd'hui ça ferait mal, mais que c'était nécessaire. Gustavo soupira. « Elle dit toujours des choses compliquées comme ça ?»« Toujours, mais après je comprends. » Clarinha alla à la cuisine, s'assit sur un tabouret haut. Il lui prépara un petit déjeuner simple. Pain beurré, lait tiède, un peu de fruits. Elle regarda l'assiette, puis lui, « Tu manges toujours ça ?»« Presque toujours. »« Et quand tu étais petit ?» Il s'arrêta. Son enfance n'avait rien de joli, ni de sûr, ni de doux souvenirs. « Quand j'étais petit,
Parfois, on n'avait même pas ça. Mais ta grand-mère faisait du porridge à l'eau et au sucre et disait que c'était un festin de roi. Clarinha sourit doucement. Maman faisait pareil quand on n'avait pas de lait. Gustavo déglutit difficilement. Clarinha, je peux te poser une question. Elle hocha la tête, un bout de pain entre les doigts. Si je te disais que je suis ton père, tu penserais quoi? Elle cessa de mâcher, réfléchit longuement, puis répondit avec un calme glacé. Je le savais déjà. Tu le savais? Depuis que j'ai entendu ta voix pour la première fois, c'était la même que dans ma mémoire. Je ne connaissais juste pas ton nom. Gustavo ne tint pas. Les larmes vinrent, épaisses, sans retenue. Elle descendit du tabouret, vint vers lui et l'enlaça. Tu n'as pas besoin de pleurer, papa, je t'ai trouvé. Papa. Elle l'avait appelé papa, sans colère, sans doute, sans condition. Et à cet instant, dans ce petit appartement, ce matin gris, le monde retrouva un peu de sens, même si ce ne fut que pour peu de temps. Parce que lorsque Gustavo prit son téléphone pour vérifier les caméras de l'immeuble, il vit l'image qui glaça son sang. 3 hommes en noir, entrant par le garage avec de faux badges et des sacs à dos. L'interphone sonna. « Monsieur Gustavo? Équipe de maintenance du fournisseur arrivé. On autorise l'entrée ?» Il raccrocha sans répondre. Courut à la chambre, prit l'arme, prépara le sac de Clarinha, y mit 2 vêtements, l'ordinateur et le collier avec le mot de passe. Il retourna au salon, s'agenouilla devant la fillette. « On va jouer à cache-cache, d'accord ?» Elle le regarda sérieusement. « Ils sont arrivés, hein ?»« Oui, mais ils ne t'attraperont pas. Je te fais confiance, papa. » Il serra les lèvres, la prit dans ses bras, sortit par l'escalier d'urgence, descendit 3 étages à pied, évita les caméras, arriva au parking. Mais en entrant dans la voiture, une enveloppe blanche était posée sur le siège conducteur, sans nom. À l'intérieur, une seule feuille imprimée avec une phrase « Tu peux fuir la culpabilité, mais pas le code ». Et juste en dessous, une photo de Clarinha endormie. La nuit précédente, Gustavo blêmit. L'appartement avait été infiltré. Ils étaient dedans, depuis toujours. Il démarra, accéléra. Clarinha à l'arrière, silencieuse, regardant par la fenêtre comme quelqu'un qui comprend que son enfance est terminée. « Où est-ce qu'on va, papa ? Là où personne ne pensera à chercher. »« Où ça ? Chez ta grand-mère, » elle sourit. « Elle m'attend dans mes rêves. » Gustavo jeta un œil au rétroviseur. Encore cette voiture blanche. Loin, mais toujours là. Et il sut. La prochaine destination, ce serait un voyage dans le passé. Parce que quelque chose enterré dans cette vieille maison à Minas devait être déterré. Avant qu'on ne les enterre, eux, la route était longue. Mais plus longue encore était celle que Gustavo parcourait à l'intérieur. Chaque kilomètre vers Minas Gerais était aussi une plongée dans les souvenirs qu'il avait juré de ne jamais rouvrir. Clarinha dormait à l'arrière, blottie contre son ourson, la tête penchée sur le côté. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, et ce ton orangé brûlé du crépuscule peignait tout de nostalgie et d'un désespoir contenu. Quand il passa devant le panneau « Belo Horizonte », 12 kilomètres, ses mains devinrent moites sur le volant. La dernière fois qu'il était venu, c'était pour l'enterrement de sa mère. Et encore, il était parti juste après la première pelletée de terre. Le reste, il l'avait laissé derrière lui. Du moins, c'est ce qu'il croyait. La maison de sa mère était simple, une de ces constructions anciennes, avec une véranda, du carrelage froid et l'odeur du bois qui garde les secrets. Le portail en fer toujours rouillé, grinçant comme avant. « Papa, ici, ça sent le vieux café. » Clarinha descendit de la voiture, un peu endormie, se frottant les yeux. « C'est la maison de mamie. »« Oui !» Elle avança doucement, comme si elle entrait dans un temple. « On dirait que tout ici te ressemble, et ça ressemble aussi à ta maman. » Gustavo ouvrit la porte avec une vieille clé qu'il gardait toujours sur son porte-clés. Lumière faible, poussière dansante, meubles recouverts de drap blanc. Mais il y avait quelque chose là, pas juste des souvenirs, une présence. « Il y a quelqu'un ici ?» murmura Clarinha. « Non, du moins, pas de vivant. » Elle marcha dans le salon, caressant les murs comme si elle les reconnaissait. Ici, maman cachait une lettre. Derrière le tableau avec l'oiseau bleu, Gustavo fronça les sourcils. « Comment tu sais ça ?»
Je l'ai rêvé plusieurs fois, le tableau avec l'oiseau bleu. Il courut vers le mur où se trouvait le fameux tableau. Il y était encore, poussiéreux, de travers. Il l'enleva délicatement. Derrière, collée avec du ruban jauni, une enveloppe froissée, avec l'écriture de Clara. « Si jamais tu reviens, Gustavo, lis ça avant qu'il ne soit trop tard. » Ses mains tremblaient. Le papier était fragile, prêt à se désintégrer au moindre mouvement brusque. Il l'ouvrit avec soin. La lettre était courte. Ils m'ont forcé au silence. On dit qu'ils prendraient toi ou ma fille. Mais j'ai caché une copie du code principal. Elle est là où tout a commencé. Là où on s'est embrassé pour la première fois. Le Jaboticaba. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'ils ont déjà compris qui elle est. Protège-la de ta vie, Gustavo, parce que c'est pour elle que j'ai cessé de vivre la mienne. Clara. Il sortit en courant. Clarinha le suivit. Papa, viens. Ils allèrent dans le jardin. Tout au fond, le vieux Jaboticaba résistait encore. Tortueux, couvert de mousse, mais debout. Gustavo s'agenouilla, commença à creuser avec ses mains nues, sans réfléchir. « Je t'aide », demanda Clarinha. « Regarde seulement, ma fille. Ça, je dois le faire moi-même. » La terre était meuble, comme si elle avait été retournée récemment, malgré les années. Et là, à environ 30 centimètres de profondeur, il trouva une boîte métallique, sortie du fond du temps. À l'intérieur, une photo d'eux, jeunes, et une clé USB, enveloppée dans du plastique et du ruban adhésif. Clarinha prit la photo. « Tu souris. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, sincèrement. » Il prit la clé USB, regarda autour de lui. « On doit partir d'ici. » Mais quand il se retourna, la voiture blanche était arrêtée devant le portail, portière ouverte, et Leandro debout, dehors, souriant. « Ça m'avait manqué, ce Jaboticaba, tonton. Laisse ça, Leandro, pars. Je pensais que tu serais plus malin, que tu fuirais, que tu me donnerais du fil à retordre. Mais non, tu es revenu à ton point faible, l'endroit qui te brise. » Clarinha se cacha derrière son père. Mais Leandro avança calmement. « Je ne suis pas venu faire de mal, juste récupérer ce qui appartient au système. Elle n'appartient pas au système. Alors, tu n'as toujours pas compris, hein ?» Leandro sortit une arme de son étui, la pointa au sol. « La gamine est un algorithme vivant, un accident génétique, une aberration de sensibilité. Elle n'aurait jamais dû exister. » Gustavo arma son pistolet. « Tu devras passer sur mon corps. » Leandro rit. « C'est exactement ce que j'espérais. Un père idiot, une fille brisée et une vieille histoire pleine de culpabilité. Tout ça se termine ici. » Le vent souffla fort, et Clarinha murmura derrière lui. « Papa, fais-moi confiance. »« Quoi ?» ?»« Ferme les yeux et serre ma main. » Il obéit, et quand il ferma les yeux, tout devint noir. Mais alors, il entendit un bruit, un coup de feu. Lorsqu'il les rouvrit, Leandro était à terre, l'arme loin de lui. Et derrière lui, une femme aux cheveux longs, tenant un revolver. Clara, vivante, blessée. Mais vivante. Gustavo tomba à genoux. Elle s'approcha doucement, les yeux pleins de ce que les mots ne savent pas dire. « Je t'avais dit que je reviendrais si tu te souvenais du collier. » Et là, dans le jardin d'une maison oubliée, entre les racines du vieux Jaboticaba, le sang et le pardon, la vérité refleurit. Mais tout n'était pas encore réglé, parce que la clé USB n'avait pas encore été ouverte, et ce qu'elle contenait pouvait tout changer. Le ciel menaçait d'exploser. Des nuages lourds, sombres comme le passé qu'il portait sur les épaules. Clarinha se tenait entre ses deux parents. Gustavo, à genoux dans la terre, Clara, encore armée, et derrière eux, Leandro, inconscient, gisant dans l'herbe, l'infiltré qui avait tenté d'éteindre la vérité avec du plomb. Gustavo tenait la clé USB entre ses doigts, encore plein de terre. Il regarda Clara. « Ça vaut plus que de l'or, pas vrai ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Ce que tu tiens là, c'est le secret pour lequel ils ont tué, y compris failli nous tuer. Qu'est-ce qu'il y a exactement dedans, Clara ?» Elle inspira profondément, rangea l'arme dans la ceinture de son pantalon. Le code source, l'aurora pure, sans filtre, sans censure, la version que j'ai continué à coder en cachette, après qu'il m'ait obligé à livrer une version contrôlable. Gustavo écarquilla les yeux. « Tu
Tu as continué à travailler sur le système? Oui, mais seul. Et j'ai utilisé notre fille comme source, pas par choix, mais parce qu'il l'utilisait déjà de toute façon. J'ai juste essayé de la protéger, en codant tout ce qu'elle disait dans ses rêves. Chaque symbole, chaque motif, chaque vision, tout est là. C'est dangereux, Clara. Oui, mais c'est notre seule chance de les arrêter, parce que dans cette clé, il y a les mots de passe, les noms, les visages, tout, des politiciens, des militaires, des PDG, même ceux au-dessus du bien et du mal. Gustavo resta silencieux quelques instants. Le vent faisait bruisser les feuilles du jaboticaba comme si l'arbre écoutait lui aussi. Alors on montre tout? Non, Gustavo. Si on montre ça maintenant, on meurt avant la fin de l'upload. Alors, on fait quoi? Elle regarda autour d'elle. On doit partir, tout de suite. Il y a un endroit sûr, un vieux bunker universitaire où on faisait nos tests. Hors réseau, hors radar. Là, je pourrais tout ouvrir en sécurité. Clarinha tira doucement le t-shirt de sa mère. Moi aussi, je viens. Bien sûr que tu viens, ma chérie. Désormais, personne ne lâche ta main. Pas même papa? Clara et Gustavo se regardèrent. Un océan silencieux entre leurs regards. Pas même papa, Clarinha, répondit Gustavo, la gorge nouée. Ils installèrent Leandro, toujours inconscient, dans le coffre. Impossible de le laisser là. Trop risqué, trop impliqué. Pendant ce temps, Clarinha traçait quelque chose sur la vitre embuée avec son doigt. Gustavo jeta un œil par le rétroviseur. Maman plus papa plus Clarinha, maison. C'était juste un dessin, mais il avait le poids d'un foyer qu'elle n'avait jamais eu, et qui peut-être commençait à naître là. 2 heures de route jusqu'au fameux bunker. Pas de radio, téléphone emballé dans du papier aluminium. Pas un mot, juste les pensées bruyantes de chacun. Le bunker était caché sous une ancienne école technique abandonnée. Une petite porte derrière, une serre en ruine. Clara tapa un long code sur un vieux clavier rouillé. Tu te souviens encore du code? Impossible d'oublier. C'était le mot de passe du jour où on s'est rencontrés, 0211/Ragu, le 2 novembre. Foire scientifique. Ton nom et le mien collés. Tu te souviens? Gustavo sourit tristement. Comment oublier? Ils entrèrent, humidité, odeur de moisi, murs fissurés et au fond, une salle avec de vieux ordinateurs, mais encore fonctionnels. Clara alluma le principal, inséra la clé USB. Gustavo et Clarinha restèrent derrière, observant. « Tu es prête ?» demanda-t-il. « On n'est jamais prêt pour ça, mais allons-y. » L'écran clignota. Ligne de code, puis des vidéos, des dossiers secrets, des conversations enregistrées, des réunions avec des puissants, des politiciens riant à des dîners, des hommes d'affaires échangeant des faveurs, des juges troquant des décisions contre le silence. Mais le plus choquant était un dossier nommé « Souffrance émotionnelle, enfance X ». Clara cliqua. Des vidéos d'enfants, intubés, observés, testés, dans des pièces blanches et froides, et en bas de l'écran, autorisé par GLS, Projet Aurora. Gustavo sentit l'estomac se tordre. GLS, Clara murmura, gouvernement de ligne silencieuse. Une cellule secrète, au-dessus de la loi. Ils opèrent hors constitution, utilisent les émotions d'enfants pour prédire les effondrements sociaux et corriger à leur manière. Gustavo chancela. Mon Dieu, Clara poursuivit. Clarinha était marquée depuis bébé, mais elle a survécu. Et maintenant, son âme est la dernière chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pour ça qu'ils la veulent. Oui, parce que ce qu'ils ne contrôlent pas, ils le détruisent. Clarinha regarda l'écran et demanda à tout bas, « Il y a une vidéo de moi là-dedans ?» Clara hésita, puis acquiesça. Elle ouvrit un dossier nommé CLA377. La vidéo démarra. Clarinha, à 2 ans à peine, assise dans une pièce blanche. Elle jouait avec un ours en peluche, et elle disait des choses que jamais une enfant de cet âge ne devrait savoir. L'homme dans la salle tombera des escaliers demain. La dame en robe bleue est triste parce qu'elle a perdu son bébé. Le monsieur à la barbe va mentir au tribunal. Gustavo se couvrit la bouche. Ce n'était pas seulement de l'hypersensibilité, c'était un don. Clarinha regarda son père.
puis sa mère. Je veux pas être différente. Je voulais juste être normale. Gustavo s'agenouilla devant elle, lui prit les mains. Tu es bien plus que normal. Tu es ce dont ce monde a besoin. Et moi, je suis là, jusqu'au bout. Elle sourit faiblement. Mais le système se mit à clignoter. Copie de fichier en cours. Quoi? S'écria Clara. Gustavo, quelqu'un copie tout. Comment c'est possible? Elle tapa sur le clavier avec frénésie. Quelqu'un est entré dans le réseau. Ça devait être hors ligne. Mais il y a quelqu'un dans la pièce. Ils se retournèrent et virent Alejandro, debout, du sang sur le front, avec leur ordinateur portable dans les mains et un sourire. Merci de m'avoir ouvert la porte, la famille. Maintenant, tout ça va directement au maître du monde. L'arme de Gustavo n'était plus là. Et maintenant, le temps jouait contre eux. Le silence qui suivit le sourire de Alejandro n'était pas celui de la paix. C'était celui de la guerre, juste avant l'explosion. Le sang coulait de son front, mêlé à ce regard d'acier et à ce sourire tordu qui le faisait ressembler à un Judas moderne, tenant dans ses mains une clé USB pleine de secrets. « Pose cet ordinateur, Alejandro », dit Gustavo d'une voix ferme. Mais Alejandro ricana. « Oh, tonton, après tout ce que j'ai traversé pour arriver ici, tu crois que je vais laisser tomber le prix? Vous avez ouvert la boîte de Pandore, et maintenant vous voulez la refermer avec du scotch ?» Clara fit un pas en avant, arme pointée. « Je te jure que si tu appuies sur une touche de plus, je tire. » Mais il ne recula pas. « Tire, vas-y. On va voir si t'as le cran de tuer ton propre sang. » Cette phrase frappa Gustavo comme une claque. « De quoi tu parles ?» Alejandro éclata de rire sans lâcher Clara des yeux. « Elle t'a rien dit, hein ?» La petite Clara courageuse, la développeuse rebelle, la martyre du projet. « Dis-lui, Clara, ou je le fais. » Clara abaissa un peu son arme. Son souffle s'accélérait. « Il joue avec toi, Gustavo. Non, je libère. La vérité. Celle que vous avez enterrée avec le premier Aurora. Celle que tu as tenté de cacher, Clara. Même à toi-même. » Clarinha, dans un coin de la pièce, serrait son ourson si fort que les coutures craquaient. Ses yeux étaient grands ouverts. « Maman, papa, de quoi il parle ?» Alejandro montra l'ordinateur. « Ce truc-là, y a pas que des noms de pourris dedans. Y a aussi des fichiers cachés. Et tu sais comment s'appelle l'un d'eux ?» Il tourna l'écran. « DNA, Guclar, l'INR-67. » Clara essaya de foncer vers lui. Trop tard. Il avait déjà cliqué. L'écran afficha le rapport. Compatibilité génétique, 99,98%. Gustavo Almeida, Clara Luisa et Alejandro Silveira. Gustavo recula, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. « Non, c'est faux. Il est mon neveu, le fils de mon frère. Il l'a toujours été. » Clara s'effondra au sol, les yeux vides. Alejandro s'avança, la voix soudain douce, presque tendre, comme s'il versait du sel sur une plaie. « Je suis ton fils, Gustavo, le fils de ta jeunesse, de ta fuite, de ton oubli. Clara a essayé de me cacher, de me faire passer pour un orphelin, pour rien du tout. Mais regarde où j'en suis, regarde ce que je vaux. » Gustavo était figé. Les images dans sa tête n'avaient aucun sens. Les années ne collaient pas. « C'est impossible. Il a à peine 5 ans de moins que moi, Clara. Comment ?» Clara murmura. « Ce n'est pas un fils de sang, c'est un fils du programme, un clone génétique, une copie instable faite à partir de nos cellules quand ils ont tenté de créer une génération de prévisionnistes artificiels. Tu te souviens des recherches universitaires sur la reconstruction épigénétique? Ils nous ont volé notre ADN et l'ont utilisé pour fabriquer des enfants synthétiques. Des enfants? 14. Un seul a survécu. » Alejandro ouvrit les bras. « Tadam! Mais pourquoi ?» Clara regarda Gustavo. Et là, il n'y avait plus de secret, juste de la douleur. Parce qu'il savait que le système Aurora avait besoin d'un pont entre le code et l'humain, un traducteur émotionnel. Ils ont essayé d'en créer un, mais ça n'a pas marché. « Je marche !» cria Alejandro. « Non, tu imites, mais tu ne ressens pas. Tu es vide, Alejandro, un écho de ce que tu aurais dû être. Fais attention à ce que tu dis. » Il sortit une arme de sa ceinture et la pointa sur Clarinha. « Ou je tue la vraie maintenant. » Gustavo hurla. « Non,
La touche pas! Clara, les yeux pleins de larmes. Si tu fais ça, tu prouves que tu n'es qu'une erreur, une ombre, une copie ratée, parce que la vraie fille, elle tue pas, elle soigne. Leandro tremblait, les yeux remplis de haine et de chagrin. Je voulais juste qu'on me voie. Moi je t'ai vu, Leandro, dit Gustavo. Je t'ai élevé comme un neveu. Je t'ai donné un toit, de l'amour, même sans savoir. Et toi, tu m'as rendu tout ça par une trahison. Parce que l'amour incomplet devient une arme. Il appuya sur la gâchette, mais le coup ne partit pas. L'arme s'enraya. Clara, en une fraction de seconde, tira dans sa main. Le notebook tomba. Leandro hurla. Gustavo courut et le désarma complètement. Clarinha, tremblante, se réfugia dans les bras de son père. Clara ramassa l'ordinateur, fendu, mais toujours allumé. Tout est là. Et maintenant, on l'envoie. Gustavo hésita. T'es sûr? Si on ne diffuse pas ça, ils continueront de nous traquer. Et ils referont ça avec d'autres enfants. Encore et encore. Il acquiesça. Elle connecta l'ordinateur à un hotspot crypté. Appuya sur « Envoyer ». Début de transmission. 12%, 13%. Mais dehors, des sirènes. Quelqu'un les avait retrouvés. Leandro, même blessé, sourit d'un air mauvais. « Maintenant c'est trop tard, papa. Si je dois mourir, ce sera célèbre. » Gustavo serra Clarinha contre lui. Ce qui naît de la vérité ne meurt plus. Mais allait-il s'en sortir vivant? Parce que désormais, la vérité était lâchée, et le monde entier allait la voir. Transmission en cours, 87%, 91%. Les sirènes s'approchaient. Des gyrophares rouges et bleus se reflétaient déjà sur les murs fissurés du vieux bunker. Gustavo tenait Clarinha contre lui. Clara, le doigt tremblant au-dessus du clavier, observait la progression du téléchargement comme si chaque pourcentage de plus était une victoire contre l'enfer. Leandro, au sol, blessé, riait faiblement, le sang coulant entre ses doigts. « Vous pensez vraiment pouvoir battre le système? Le monde a besoin d'obéir, pas de savoir. » Clara se tourna vers lui, froide comme jamais. « Non, le monde a besoin de choisir. 95%, 96%. » Une voix dans un haut-parleur résonna au dehors. « Ici, l'unité spéciale. Sortez les mains en l'air. Vous avez 10 secondes. Sinon, on entre de force. » Gustavo hurla. « 10 secondes! Il nous faut 10 secondes !» Clara se mit à genoux devant Clarinha. « Tu es la chose la plus précieuse que j'ai jamais créée. Tu n'es pas un code. Tu n'es pas une anomalie. Tu es le cœur de ce que l'humanité a oublié. Maman, je veux rester avec vous. Et tu vas rester. » Clara regarda Gustavo. Lui tendit une petite carte SD. « Si jamais il nous arrête, prends cette carte. Elle contient une sauvegarde. Tu trouveras quoi faire. Tu as toujours su. » Il voulut parler. Elle l'embrassa. Une seule fois. Courte, intense. Comme si 20 ans s'effondraient d'un coup. 99%, 100%, transmission terminée. Sur l'écran s'afficha « Le monde vous regarde maintenant ». Et alors, tout explosa. Boum! La porte du bunker céda. Des hommes armés entrèrent, criant, ordonnant. Clara éleva les mains. Gustavo aussi. Clarinha, pétrifiée, resta contre son père. Leandro fut rapidement pris en charge. Un des agents s'approcha de Clara. La gifla. « Tu as signé ton arrêt de mort. » Elle sourit, la lèvre fendue. « Et toi, tu viens de signer ton nom devant 8 milliards de personnes. » Le chef d'unité approcha, énervé. « Coupez les connexions. Tout de suite. » Un autre répondit. « Trop tard. C'est parti sur tous les nœuds du dark web, messagerie cryptée, réseau alternatif. Impossible de bloquer. » Le chef pâlit. Ils ont lâché Aurora. Dehors, dans le monde libre, les notifications commençaient à exploser. Fuite massive de données, gouvernements parallèles, manipulations émotionnelles, enfants cobayes. Vidéos choquantes, preuve d'un système caché opérant depuis 30 ans. Aurora, le programme qui prédisait et contrôlait nos émotions, dévoilé au grand jour. En quelques minutes, les puissants du monde entier commencèrent à tomber, un à un. Clara, Gustavo et Clarinha furent arrêtés, conduits dans des véhicules séparés. Mais cette fois, l'histoire elle-même était en marche. Une semaine plus tard, Clarinha fut libérée. Confiée à Gustavo, déclaré son père légitime après des tests ADN publics. Clara disparut.
Officiellement, elle s'évapora entre les mailles du système. Officieusement, elle fut vue pour la dernière fois dans une ville de montagne, vendant des fleurs, sous un faux nom. Leandro, jugé comme individu instable, interné. Il passait ses journées à crier dans une langue que personne ne comprenait, mais que Clarinha appelait la langue des âmes brisées. Et Aurora, le programme fut détruit. Mais pas Clarinha. Elle grandit et devint la première enfant à fonder une école d'intuition, où au lieu d'apprendre à obéir, les enfants apprenaient à ressentir. Un jour, en regardant une vieille photo d'elle, Gustavo et Clara sous le jaboticaba, elle déclara « Mon histoire a commencé avec un tonton, ne va pas dans ce bar, et s'est transformé en un papa, tu m'as trouvé. » Et tout le monde sut qu'aucun programme, aussi puissant soit-il, ne peut prédire le pouvoir d'un cœur qui aime. Fin.